Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on parlera de l'adoption du legal privilege à la française avec Louis Vogel, sénateur de Seine-et-Marne, qui était rapporteur de la loi sur la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise. On évoquera ensuite la responsabilité pénale en cas de fusion d'établissements publics avec Clément Launay, avocat directeur chez Cornet Vincent Ségurel. Et enfin, on évoquera la fin des services sous licence, ce que l'entreprise peut faire ou ne pas faire avec Éléonore Favero Agostini, associée cofondatrice d'Adlan Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. C'est une réforme qui était attendue depuis plus de 30 ans. Le legal privilege à la française a enfin été adopté le 14 janvier dernier. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le sénateur Louis Vogel, qui était rapporteur de la loi au Sénat. Louis Vogel, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, c'est une réforme qui était attendue depuis plus de 30 ans. La loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, dont vous avez été le rapporteur au Sénat, a été adoptée. Pourquoi c'était important d'adopter cette réforme ? À cause du contexte général de l'évolution des choses dans notre pays, vous avez vu que il y a un droit nouveau qui est en train d'apparaître, c'est ce qu'on a le droit de la conformité, en bon français de la compliance. Et il y a maintenant d'ailleurs des directeurs juridiques et compliance, ou des directeurs compliance à côté du directeur juridique, et ça c'est une évolution majeure. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le droit n'est plus simplement appliqué par l'État de l'extérieur, dans une sorte de position de surplomb, qui sanctionne les entreprises, qui pose les règles qu'elles doivent respecter. Mais l'État demande maintenant aux entreprises d'élaborer elles-mêmes des normes, de les mettre en œuvre et de les faire sanctionner à l'intérieur. D'où le rôle du directeur juridique qui devient complètement différent. Et c'est tout ce nouveau droit. C'est le droit de la vigilance, c'est le droit de l'égalité femmes-hommes, c'est le droit de la transition écologique. C'est un droit qu'on ne peut pas appliquer de façon monolithique. Ça va dépendre de la taille des entreprises. Je prends l'exemple de l'égalité femmes-hommes. On ne va pas la faire de la même façon dans toutes les entreprises. Et c'est un droit qui se fait par les acteurs. Ils vont élaborer des programmes de conformité, ils vont élaborer des codes de bonne conduite. C'est ça le nouveau droit. Et qui va le mettre en œuvre, ce nouveau droit ? Le directeur juridique. Donc le directeur juridique, pour qu'il le mette en œuvre, il faut lui donner un certain nombre de garanties. Je donne un exemple concret. Vous êtes directeur juridique et vous voyez que votre directeur commercial, il fait des prix imposés dans un département de l'entreprise. Ben, il faut que vous le rappeliez à l'ordre. Ça vous revient à vous. Donc il faut que vous fassiez une consultation juridique qui lui dise que s'il fait ça, ça et ça, c'est des prix imposés, c'est sanctionné par l'autorité de la concurrence et c'est illégal. D'accord. Et qu'il revienne sur son comportement. Pour que vous puissiez faire ça, il ne faut pas que votre consultation juridique, où vous démontrez que c'est illégal, etc., puisse servir à une autorité de contrôle à auto-incriminer l'entreprise, sinon vous ne le ferez jamais. D'où la nécessité technique de mettre en œuvre cette nouvelle règle de confidentialité. Pour protéger ces consultations. Pour protéger ces consultations, parce qu'elles deviennent un élément clé dans le nouveau droit qui est en train d'apparaître, dans tous les domaines. Vous voyez, et c'était le moment ou jamais de le faire. Alors, la loi a été déférée au Conseil constitutionnel le 23 janvier dernier. Quel est votre sentiment par rapport à cette saisine ? Bon, ça, le Conseil vient d'être saisi, ça va rallonger. Ils ont un mois pour décider. Hein. Après, la loi est promulguée dans les 15 jours. Mais ce sont les arguments qui ont été faits. On pourra en reparler plus tard, mais c'est les mêmes arguments que ceux qui ont été faits au moment où il y a eu les débats parlementaires à l'Assemblée, au Sénat. Les avocats qui pensent que c'est une atteinte au secret professionnel de l'avocat, les autorités de contrôle qui pensent que ça va porter atteinte à leur efficacité. Dans les deux cas, c'est des arguments connus, mais il y a un risque de censure ? Ah, j'en sais rien. Le Conseil constitutionnel c'est la chambre des sages, donc on va les laisser décider. Mais il n'y a pas d'éléments nouveaux par rapport. Le Parlement a décidé au vu de ces éléments déjà.
D'accord. On va revenir sur le dispositif de ce legal privilege à la française. Il y a une exclusion en matière fiscale et pénale. Pourquoi ? Vous savez, il faut reprendre un peu l'historique des textes, rendre hommage à Hervé Marseille, qui est le premier à avoir déposé un texte. Malheureusement, le Conseil constitutionnel l'avait sanctionné parce que c'était un cavalier législatif, pas du tout sur le fond. Donc, il a fallu recommencer et Hervé m'a demandé de déposer une proposition de loi au Sénat qui a été votée à une majorité très importante. Mais parallèlement, l'Assemblée avait elle-même une proposition de loi qui avait été votée à 4 voix près, je crois, 4 voix de majorité. Donc on en a parlé, on s'est dit, bon, l'Assemblée ne semble pas complètement convaincue par le dispositif. Nous, au Sénat, on veut vraiment que ça se fasse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la proposition de loi Terlier de l'Assemblée et qu'on l'a adoptée au Sénat, sans amendement, donc conforme, donc sans nouvelle lecture à l'Assemblée. Voilà ce qui s'est passé. Et vous comprenez les craintes encore des autorités sur ce texte. Elles craignent de perdre du contrôle. Alors, je vais vous dire, les autorités sont encore dans l'image classique. Le droit appliqué par l'État à des entreprises extérieures à la norme. Là, je vous ai dit que c'était en train de changer complètement. Les entreprises deviennent des auxiliaires de l'État pour mettre en œuvre les normes, et même pour les rédiger. Donc, la crainte, est-ce qu'elle est justifiée ? Vous savez, quand il faut voir comment ça se passe concrètement, moi j'ai l'habitude de l'autorité à la concurrence. L'autorité à la concurrence, quand il y a une visite et saisie, elle saisit des millions de documents. Des millions de documents dans les ordinateurs. C'est extrêmement important. Voilà. Une consultation juridique là-dedans, c'est infinitésimal. C'est pas ça qui va permettre de prouver l'entente. Hein. S'il y a une entente, si l'entreprise n'a pas une entente, donc pour vous, les craintes ne sont pas justifiées. Non, c'est pas du tout justifié parce que c'est pas sur les consultations juridiques qu'on va s'appuyer pour prouver l'entente ou l'avis de position dominante. Même le marché, il bouge. C'est la première preuve que vous allez avoir. Vous voyez, donc les preuves, il y en a partout, et si jamais il y a un comportement infractionnel. Donc c'est pas la consultation juridique qui va changer quoi que ce soit. Et vous avez insisté aussi pendant les débats sur la complémentarité avocat-juriste, parce qu'on sait qu'il y avait certains avocats, notamment les avocats de province, la conférence des bâtonniers, qui étaient contre cette réforme. Mais pour vous, il y a plus de complémentarité que d'opposition ? Alors, la grande crainte des avocats, c'est que ce soit une sorte de secret professionnel conféré aux juristes d'entreprise. Et donc, alors que le statut du juriste d'entreprise n'offre pas les garanties qu'offre le statut d'avocat. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline, d'instance collégiale pour rendre la discipline dans la profession, etc. Mais ce n'est absolument pas ça. Vous avez bien dit que c'était un legal privilege à la française, parce que c'est pas le legal privilege au sens anglo-saxon du terme. Le secret professionnel de l'avocat, et l'avocat est le seul à en disposer, c'est fait pour maintenir l'état de droit. C'est fait pour que l'avocat soit libre de discuter de quoi que ce soit avec son client, pour mieux le défendre. Il est attaché à la personne de l'avocat. Il est absolu. On ne peut pas le remettre en cause. Ça, c'est ce dont bénéficie l'avocat. Le juriste professionnel, le juriste d'entreprise, on ne vient absolument pas de lui donner ça. Le juriste d'entreprise, il vient de recevoir un droit de confidentialité pas appliqué à sa profession. Donc on n'est pas en train de modifier le statut de la profession de juriste d'entreprise. C'est par rapport à la consultation. Par rapport à l'acte. C'est bien la différence. Il y a un privilège in personam, c'est le secret professionnel de l'avocat, dont l'avocat est le seul titulaire, et un privilège in rem, qui est attaché à un acte, et qui ne change rien au statut de la profession de juriste d'entreprise. Donc, cette crainte des avocats que les juristes d'entreprise sont en train de bénéficier d'un statut qu'ils ne méritent pas, qui n'est pas justifié, mais ne paraît pas du tout légitime. Alors après, il pourrait y en avoir une deuxième, une crainte économique. Est-ce que ça va enlever du travail ? Je ne pense pas non plus. Ça, c'est le côté... ça va multiplier le travail pour les avocats, du moins. Regardez les juristes d'entreprise, ça ne va pas être un spécialiste du droit de l'égalité homme-femme, de la vigilance. Il va bien sûr faire appel à des avocats. Bien sûr. Et même, ce ne sera jamais un spécialiste du contentieux. Donc, il va faire appel à un avocat pour avoir une vision plus contentieuse. Donc, à mon avis,
ça ne peut qu'augmenter le travail de certains avocats, ceux qui s'occupent de droit des affaires. D'ailleurs, l'ACE, qui regroupe les avocats à un conseil d'entreprise, était entièrement favorable à cette réforme. Entièrement favorable. On va conclure là-dessus. Merci Louis Vogel. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de responsabilité pénale en matière de fusion d'établissements publics. La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 12 novembre dernier en matière de responsabilité pénale en cas de fusion d'établissements publics. Pour revenir sur cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Clément Launay, avocat directeur chez Cornet Vincent Ségurel. Clément Launay, bonjour. Bonjour. On va revenir sur cette décision et son importance. Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail de cette décision, pouvez-vous revenir sur la décision concrète de cet arrêt, en quoi il est important? Alors, dans sa décision du 12 novembre 2025, la Cour de cassation est venue infirmer un raisonnement qui avait été suivi par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui était venue considérer que l'opération de fusion-absorption d'un établissement public par un autre faisait disparaître la personnalité juridique de l'établissement public absorbé et donc empêchait d'aller réprimer d'éventuelles infractions commises par cet établissement public absorbé, commises avant l'opération de fusion-absorption. C'est novateur ? Alors, c'est novateur pour les personnes morales de droit public, mais vous allez voir que en réalité, on est sur la conclusion d'une évolution jurisprudentielle qui date maintenant d'il y a 5 ans. Ce que dit la Cour de cassation dans cette décision-là du 12 novembre, c'est que finalement, il ne faut pas considérer la fusion-absorption comme la disparition absolue et intégrale de l'établissement public absorbé, mais plutôt qu'on a une continuité fonctionnelle, une continuité économique de la personne morale absorbée qu'on va retrouver dans la personne morale absorbante, et ce qui va entraîner un transfert de responsabilité pénale de la personne morale absorbée vers la personne morale absorbante. Alors, on va revenir justement sur ce transfert pour bien comprendre comment fonctionne le transfert de responsabilité pénale lorsqu'un établissement public en absorbe un autre. Alors, je crois que pour bien comprendre le raisonnement qui est suivi par la Cour de cassation aujourd'hui et qui s'applique maintenant pour tout type de personnes morales, si vous me permettez, je vais revenir un petit peu sur la position de la Cour de cassation antérieure. Antérieurement, la Cour de cassation, elle avait une approche dite anthropomorphique de l'opération de fusion-absorption. Ça veut dire quoi derrière ? Eh bien, l'idée... Dans le raisonnement de la Cour de cassation, c'était de dire bien l'opération de fusion-absorption est une forme de décès de la personne morale absorbée, et puisqu'il y a décès, eh bien on ne peut plus aller chercher la responsabilité pénale de la personne morale décédée entre guillemets, et puis puisque il y avait une vraie scission entre la personne morale absorbée et la personne morale absorbante, en tout cas dans le raisonnement antérieur de la Cour de cassation, on ne pouvait pas non plus aller chercher la responsabilité pénale de la société absorbante, puisqu'on est responsable pénalement que de son propre fait. D'accord. Les régimes étaient séparés, c'est ça ? Les deux entités étaient entièrement séparées. Aujourd'hui, la Cour de cassation, avec ce critère de la continuité fonctionnelle et économique de la société, de la personne morale absorbée dans la personne morale absorbante, elle vient dire, eh bien, on va reconnaître au sein de la personne morale absorbante un peu de la personne morale absorbée. Et donc, puisqu'on on reconnaît un peu cette personne morale absorbée, on va s'autoriser à venir engager la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la personne morale absorbée antérieurement à l'opération de fusion-absorption. Et c'est ça, l'intérêt de cet arrêt, c'est finalement de venir dire, bien, ce raisonnement-là, cet abandon d'un raisonnement anthropomorphique, on va aussi l'appliquer aux personnes morales de droit public. Alors, exclusion faite de l'État et des collectivités territoriales qui ont un statut très particulier dans le Code pénal. Mais pour les syndicats mixtes, les établissements publics, ce transfert de responsabilité pénale est tout à fait envisageable. Comment vous expliquez cette décision ? Qu'est-ce qui a conduit à prendre cette décision ? Alors, ce raisonnement anthropomorphique de la Cour de cassation, finalement, est venu entrer en confrontation avec la jurisprudence européenne. On a notamment un arrêt de la CJUE de 2015 qui vient nous dire, bien écoutez,
le transfert finalement de patrimoine de la société absorbée vers la société absorbante, elle permet tout à fait légitimement de considérer qu'il appartient désormais à la société absorbante d'aller régler les amendes pénales qui ont pour fondement les agissements de la société absorbée. Ça, c'est la CJU en 2015. Et la CEDH en 2019 est venue dire que ce raisonnement-là, l'idée de se dire qu'il y a un transfert de responsabilité pénale, ne fait pas obstacle au principe de personnification des peines. Donc, l'un dans l'autre, finalement, la Cour de cassation, même si elle a tenté de résister un petit peu à l'évolution de sa jurisprudence et de son approche anthropomorphique, finalement, en 2020, par une décision du 25 novembre 2020, elle a cédé finalement et s'est mise à adopter le principe de ce transfert de responsabilité pénale. Donc il y a eu une construction jurisprudentielle petit à petit et la Cour de cassation est entrée un peu dans le courant de cette jurisprudence, c'est ça? Elle a pris le pli en tout cas, effectivement. Donc il y a cet arrêt du 25 novembre 2020 où la Cour de cassation vient nous dire, dans un cas d'espèce qui concernait des sociétés anonymes, eh bien je vais reconnaître le principe d'un transfert de responsabilité pénale. Cet arrêt a eu une portée un petit peu incertaine parce que pendant un temps, on a légitimement pu croire que cette évolution, finalement, l'abandon de cette approche anthropomorphique ne concernait que les sociétés anonymes. En 2024, la Cour de cassation est venue nous dire j'admets aussi un principe de transfert de responsabilité pénale dans le cas de fusion-absorption de SARL. D'accord, donc il y a eu des clarifications successives. Exactement, et puis en 2025, dans la décision dont on parle aujourd'hui, la Cour de cassation est venue nous dire j'applique aussi ce principe pour des personnes morales de droit public, en l'occurrence des établissements publics. On va s'intéresser aux conséquences en pratique. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Alors, déjà en pratique, il y a peut-être une forme d'inquiétude qui peut naître chez les établissements publics qui peuvent se sentir concernés par le sujet, parce que ce que vient nous dire la Cour de cassation, c'est non seulement ce transfert de responsabilité pénale est tout à fait susceptible de les concerner, mais qu'en plus, il a vocation à s'appliquer pour toutes les opérations de fusion-absorption qui sont postérieures au 25 novembre 2020. Et donc, potentiellement, depuis 5 ans, un certain nombre d'établissements publics, de syndicats mixtes ou de personnes morales de droit public qui ont vécu des opérations de fusion-absorption peuvent se trouver bien visés par des enquêtes qui les concernent, non pas elles directement, mais par l'intermédiaire des entités absorbées. Donc l'idée, déjà pour ces personnes morales-là qui sont concernées, c'est déjà de faire un audit, je pense, d'essayer de rechercher dans l'historique, d'identifier un risque pénal potentiel, et puis de l'anticiper. Alors, de l'anticiper sur le fond, en essayant de comprendre comment est-ce que finalement on va peut-être pouvoir essayer de s'en sortir, mais essayer de l'anticiper également financièrement, et c'est comptablement. D'anticiper ces risques? Alors non, c'est pas forcément facile, puisque potentiellement l'opération de fusion-absorption ne va pas forcément permettre des remontées historiques très longues, avec potentiellement de la disparition de documentation, etc., ce qui va rendre le risque un petit peu aveugle. Ça, c'est pour les opérations passées. Pour les opérations à venir, l'idée, ça va être là encore d'effectuer des audits auprès des établissements qui ont vocation à être absorbés, là encore pour essayer d'identifier la potentialité du risque pénal, de l'anticiper sur le fond et de l'anticiper aussi financièrement, comptablement, en essayant de anticiper l'amende qui pourrait intervenir en bout de chaîne si jamais le juge pénal constatait l'existence d'une infraction. On va conclure là-dessus. Merci Clément Launay. Je rappelle que vous êtes avocat, directeur chez Cornet Vincent Ségurel. Merci beaucoup. On poursuit ce Lex Inside, on va s'intéresser à la fin des services sous licence avec mon invité, Éléonore Favero-Agostini, associée cofondatrice du cabinet Adlan Avocat. Éléonore, bonjour. Bonjour. On va voir ensemble donc la fin des services des contrats sous licence, mais tout d'abord, on va s'intéresser au retrait d'un service sous licence. Dans quel cas
une entreprise peut-elle légalement retirer un service sous licence? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une entreprise ne peut pas retirer arbitrairement un service qu'elle a accordé, enfin, pour une licence qu'elle a accordée. Donc, il y a forcément déjà un motif contractuel. Donc, il faudra des clauses contractuelles expresses, licites et non abusives qui auront été prévues dans le contrat et qui permettront normalement le retrait de ce service. Mais souvent, il y a aussi parfois des raisons légitimes, comme une obsolescence technique du service, un arrêt d'activité, une fusion-acquisition, ou même des impossibilités économiques de maintenir le service qui vont pouvoir entraîner cette fin. Il y a également aussi souvent le manquement grave d'un utilisateur. De quoi s'agit-il, le manquement grave? Par exemple, un usage frauduleux où on commence à soit accorder des accès à des utilisateurs qui n'étaient pas prévus pour économiser le coût de licence par utilisateur, ou quand on commence à remarquer qu'il y a des opérations de reverse engineering, c'est-à-dire que l'utilisateur va regarder un peu comment le code est fait, essayer de copier ce code source ou d'accéder à des fonctionnalités auxquelles il n'avait pas accès normalement, ou même parfois des défauts de paiement aussi substantiels, ou alors on arrête à ce moment-là le service, d'accorder le service. Et il y a également une appréciation qui est faite très concrètement par la jurisprudence et souvent circonstanciée des situations. Par exemple, la Cour d'appel de Paris, donc c'était un arrêt de 2020, avait considéré qu'un arrêt du service, une entreprise ne peut exonérer sa responsabilité que si elle a respecté l'ensemble de ses obligations, donc d'information, de loyauté et aussi démontrer l'existence d'une raison légitime. Une raison légitime, ça peut être quoi, par exemple? Ça pourra, par exemple, justement, le fait, l'obsolescence technique, un arrêt programmé, enfin, toutes ces raisons qui vont faire qu'il n'était plus possible pour l'entreprise de maintenir ce service. Par contre, sera considéré comme brutal un retrait lorsque la rupture a été imprévisible, soudaine et relativement violente. Et donc, il faudra faire très attention au délai qui va être accordé à l'entreprise avant le retrait effectif, entre le moment où on informe le client et le moment où on retire effectivement le service. Par exemple, parce que même si on prévient longtemps à l'avance, on pourra considérer qu'en raison de la complexité de la migration, il faut un délai plus long. Il faudra un délai beaucoup plus long et la Cour de cassation a déjà pu ordonner le maintien du service jusqu'au terme du contrat parce que la résiliation anticipée causait un dommage imminent à l'utilisateur. D'accord. Et même en laissant 6 mois, 1 an, la migration n'aurait pas permis la continuité du service et la Cour a donc obligé le maintien du contrat jusqu'à son terme. Donc attention à ce délai. Justement, pour éviter ces cas de figure, ce qui est important, c'est d'encadrer tout ça dans les clauses contractuelles, essayer d'encadrer cette fin anticipée du service. Comment fait-on? Alors déjà, il faut comprendre les clauses qui vont déclencher cette résiliation anticipée, donc les clauses de résiliation pour convenance, de résiliation anticipée, aussi les cas de force majeure, où souvent on va se contenter d'une clause relativement un modèle un peu bateau et on oublie de la connecter ou de la renvoyer aux clauses qui, elles, vont encadrer. D'accord. Donc bien faire les renvois entre les différentes clauses. C'est ça, qui va notamment dire, par exemple, que les clauses de réversibilité, qui permet, et celle-là est extrêmement importante, d'encadrer le format, par exemple, et c'est là que le juridique et le technique doivent se concerter, parce qu'un juriste aura du mal à comprendre dans l'outil, est-ce que ce sera des formats standards qu'il faut, est-ce que ce sont des formats spécifiques, quelle est la durée de cette réversibilité, et parfois les coûts de réversibilité peuvent être de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, parce que la migration est une opération très lourde qui nécessite un temps à la fois des investissements humains et techniques importants. Donc bien rédiger cette question des formats notamment. Des formats et des coûts. À qui prendra en charge le coût de la réversibilité, parce qu'il peut y avoir de grandes tensions qui vont se créer. Non seulement on n'a plus le service, mais en plus on doit payer une forte somme d'argent pour pouvoir continuer à utiliser un service équivalent. Il y aura aussi les questions de remboursement au prorata, de dire vous nous avez payé pour une utilisation, peut-être un abonnement sur 5 ans, on arrête au bout de 2 ans ce remboursement, et également toutes les clauses de compatibilité, d'interopérabilité, également de migration, de portabilité qui devront également être rédigées et encadrées.
Alors les clauses sont importantes, mais il y a aussi un certain nombre d'obligations à respecter par l'éditeur du service. Quelles sont les principales obligations des éditeurs par rapport à leurs clients quand ils mettent fin de manière anticipée au contrat sous licence ? Alors, il y a déjà, effectivement, celle d'information préalable. En tant que professionnel, il est tenu à une information, donc il devra donner une notification claire, individualisée à chaque client sur la fin de ce service, avec notamment bien préciser la date effective de fin de ce service. Il y aura également, effectivement, permettre la récupération des données. Mais ça, il faudrait que ce soit bien prévu aussi dans le contrat et de le vérifier. Parce que, surtout si la propriété des données. D'avoir bien pensé à prévoir au contrat, le client reste propriétaire de ces données, parce que sinon, peut-être... Et dans ce que vous observez, parfois, c'est pas le cas ? Alors souvent, ce n'est pas forcément le cas. Souvent, déjà parce qu'il y a des contrats qui sont des contrats des contrats quand on ne les négocie pas. Des contrats... Avec des causes exclusives d'adhésion ? Des contrats d'adhésion, absolument, voici le mot. Des contrats d'adhésion, donc le client n'a pas forcément la capacité de négocier les clauses. Parfois, le client n'a pas en interne les ressources juridiques à l'époque, pour négocier ces clauses. Et très souvent, quand on se dit aussi, je ne vais pas forcément perdre le temps, je coche les petites cases, je signe à distance, je ne prends pas plus en considération que ça l'impact que cela peut avoir. Mais les conséquences peuvent être très importantes et très chères. Par exemple, l'assistance à la migration, parce que même si justement l'entreprise, l'éditeur est tenu à une obligation de loyauté, néanmoins, c'est pas pour cela qu'il est tenu de payer la migration, de payer la réversibilité et de restituer les données dans le format qu'il serait nécessaire pour le client. Parce que parfois, passer ne serait-ce que d'un format PDF à un autre format, ça peut prendre beaucoup de temps. Et il y a aussi des risques associés à cela. Est-ce que l'éditeur est tenu ? Pas forcément. Et c'est important. Vous évoquez la restitution des données. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux en matière de RGPD ? Alors, en soi, le RGPD, lui, n'encadre pas directement la fin des contrats, ce n'est pas son objet. Néanmoins, forcément, il l'impacte effectivement, notamment, par exemple, le droit à la portabilité des données, même si entre professionnels, il est moins applicable. Il y a effectivement tout ce qui va être aussi, quand un client va changer de sous-traitant, il va devoir faire très attention à mettre à jour ses registres, mettre à jour l'information des personnes concernées. Il va devoir également vérifier la suppression des données ou en tout cas la restitution des données par son ancien prestataire. Et encadrer avec l'hébergement, les nouvelles données, de vérifier tout ce qui est la sous-traitance des données également avec le nouveau prestataire. Donc il y a aussi des enjeux de conformité des données en matière de RGPD. Oui, en fait, dès qu'il y a des données, il y a toujours des enjeux de conformité RGPD. Il est extrêmement transversal et on le retrouve vraiment partout. On va conclure là-dessus. Merci Éléonore Favero-Agostini. Merci. Je rappelle que vous êtes associée, cofondatrice d'Adlan Avocat. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.